Pour mieux comprendre Fernand Knopf, on peut aussi regarder les autres peintres. Il y a d'abord Bruges, la cité de l'enfance, qui fut le berceau de quelques-uns des plus grands primitifs flamands et dont Nunc avant lui a si bien traduit la mélancolie de Belle endormie. Il y a les femmes ensuite, les femmes fantasmées, celles de Burne-Jones ou de Rossetti, qui l'influenceront toute sa vie. Enfin, il y a sa sœur Marguerite, qui lui a inspiré ce portrait énigmatique, emblématique de son art et dont il ne se sépara jamais. Toute vêtue de blanc, boutonnée jusqu'au menton, Marguerite se donne à voir à son frère mais se refuse à nos regards, inaccessibles pour l'éternité. Elle sera le modèle de prédilection de Fernand Knopf. Marguerite est en effet le visage unique de sa vision duale de la femme ange et la femme sphinx. Regardez son œuvre maîtresse, L'art ou les caresses. Pour une fois unanime, la critique y verra un symbole universel de la lutte entre désir de domination terrestre et désir d'abandon à la volupté. À gauche, le jeune mâle triomphant avec son sceptre à double ailette, à droite la femme séductrice qui fera peut-être triompher l'amour sur la pensée. Mais bien plus troublant, ne dirait-on pas qu'ils sont frères et sœurs? Les deux colonnes jumelles qui relient la terre et le ciel à l'arrière-plan semblent valider cette piste. Et il en va ainsi de toute la peinture de Knopf. Marguerite y apparaît tantôt cernée d'emblèmes tapageurs, le plus souvent rosicrucien, tantôt nimbée d'une lumière immatérielle semblant flotter dans les méandres vaporeux de sa propre mémoire. Repliée sur elle-même, auto-centrée plus qu'isolée, elle s'abandonne au vertige du rêve dont on sait l'importance qu'il aura pour les symbolistes puis les surréalistes. Vous l'aurez compris, c'est cette dernière que je préfère. Il semble que ce soit également le cas de l'écrivain et critique Rémy de Gourmont, qui parlera de peinture sur la glace d'un miroir dans lequel les femmes peuvent contempler leur propre reflet. Le poète Maurice Maeterlinck saisira parfaitement lui aussi cette dimension narcissique du symbolisme. Ne penchez pas ainsi ce miroir, j'y vois tous les saules du jardin, ils ont l'air de pleurer sur votre visage. Félix Fénéon sera plus sévère, agacé par la surabondance de symboles. On ne fera jamais comprendre à M. Knopf ni à nombre de ses semblables, écrivit-il, que 3 poires sur une nappe peintes par Cézanne peuvent être plus émouvantes et mystiques que toute leur production. J'aime beaucoup Knopf, mais je fais mienne cette assertion du clairvoyant Fénéon, trouvant, comme pour Odilon Redon, que le peintre est d'autant plus convaincant qu'il oublie ses prétentions littéraires et qu'il laisse au grenier, dans une malle des Indes dont elle n'aurait jamais dû sortir, ses génuflexions ésotériques. Pour autant, bien sûr, on ne peut pas les séparer de son art. Ces réflexions méritent sans doute d'ailleurs d'être tempérées, et nous pouvons pour ce faire en appeler à Émile Verhaeren. Le romantisme, écrivit-il, a été l'expression violente du cœur. Le symbolisme en sera l'expression silencieuse, voilée de rêve. Et ce seront les sphinx, les anciens rois, les reines fabuleuses, les légendes et les épopées qui nous serviront à nous faire comprendre. Entendu. Mais si vous voulez bien me suivre, revenons plutôt à Bruges, la cité de l'enfance, la belle endormie, que le poète Georges Rodenbach célébra dans son roman Bruges la morte. La mère s'était retirée d'elle comme un grand bonheur aussi, écrivit-il, et le parallèle avec Fernand Knopf, qui en dessina le frontispice, est plus qu'une évidence. Regardez la ville abandonnée, voyez ces maisons aux pignons dentelés se détachant nettement sur le ciel mouillé, ces vagues qui viennent mourir sur le pavé. Empreinte de ce mystère qu'aucun symbole ne parviendra jamais à engendrer, la ville abandonnée préfigure un autre chef-d'œuvre de l'art belge, l'Empire des Lumières, que René Magritte peindra quelques 50 ans plus tard.